En septembre 2016, je sortais une vidéo sur le vol du tableau le plus célèbre du Louvre, la Joconde. C'est ce fameux vol qui a eu lieu en 1911 et la vidéo avait l'air d'avoir plu, alors je me suis dit tiens, remettons ça. Nous partons pour Boston en 1990, en plein milieu des États-Unis d'Amérique. Le Gardner Museum contient des tableaux de grands maîtres comme Rembrandt ou Manet, ainsi que des objets très curieux comme le masque mortuaire de Beethoven. Mais un soir de Saint-Patrick, deux individus déguisés en policiers de Boston s'introduisent dans le musée pour voler 13 toiles de maître, ainsi que quelques objets, et le tout, estimé aujourd'hui en tout cas, il y en a pour facilement 300 millions de dollars. Il y a eu plein de vols de tableaux dans le monde, et là je parle de celui-ci, j'en parlerai de plein d'autres après, parce qu'il y en aura plein d'autres, pas dans cet épisode, mais il y aura plein d'autres histoires aussi fascinantes, mais celui-ci, c'est le plus gros vol de tableaux. Et à la fin de cette histoire, tu risques d'être beaucoup surpris. Alors c'est parti, et faisons preuve, bien évidemment, et on en a presque marre de l'entendre, de curiosité. « 1898, Isabella Stewart Gardner commence à bâtir son propre musée qui abritera ses propres œuvres collectionnées avec son mari pendant de longues années. Enfin, pour la construction de son musée, elle veut que ce soit comme un palais, et non pas comme un musée. Pourquoi ? Parce qu'elle va y vivre aussi. Elle ne voudra qu'une vingtaine de visites par an dans son musée, pas plus. Et surtout au début, vers la construction, parce qu'après... Tu me lâches un petit peu la grappe, ce sont mes collections, en fait c'est comme si elle avait acheté une énorme vitrine Ikea, elle en avait fait un palais et elle fout ses trucs dedans. Dans sa collection de 2000 à 2500 objets, on retrouve des toiles de Matisse, des toiles de Rembrandt, de Titien, enfin bon, une richesse absolument énorme. En tout cas, madame vieillit comme tout le monde et décède en 1924 dans ses appartements, dans son palais, dans son musée. Et puis elle a eu un petit sursaut quand même avant de mourir. Il y avait un ordre très précis, c'est que rien ne doit bouger du musée. On ne se dit pas tiens, ce Matisse irait bien à côté du Rembrandt et non pas à côté du Titien. Attention, rien ne bouge. C'est bon, je peux mourir en paix. Madame décède donc. Aujourd'hui, sa chambre est réservée à tout ce qui est administration du musée et ses œuvres sont bien conservées, en 1924 en tout cas. Moi, j'irais pas bouger ses œuvres, j'aurais peur qu'elles me hantent un petit peu la tronche. Mais alors, Jamy, tu nous as vendu un vol de tableau, là, le morceau Wikipédia, on l'a compris, mais il est où ce vol? What the fuck? Eh bien, c'est parti pour l'histoire de ce vol. Je remercie deux personnes. La première, c'est Blowhammer pour m'avoir filé ces t-shirts, que je trouve vraiment splendides. Merci à eux. Et je remercie aussi Camille pour les illustrations à venir. Vous trouverez sa page Facebook en description. Un soir de Saint-Patrick bien fêté est sur le point de se terminer quand deux individus décident de faire le plus gros casse du siècle. Ce sont deux hommes, déguisés en policiers de Boston, qui pénètrent dans le fameux musée, prétextant un ordre reçu pour examiner une anomalie sur un tableau. Alors, les vrais gardes, eux, ne se doutent de rien, les laissent entrer, et bim, nos deux pilleurs les menottent, leur scotchent le visage et la bouche et les mettent au sous-sol, pour pouvoir bosser tranquille. Les gardes sont bien accrochés, bien scotchés au sous-sol, alors c'est parti pour 81 minutes précisément de casse. Eh bien oui, de casse puisqu'ils vont grossièrement découper des tableaux de leur cadre, casser des vitrines, voler un vase, et ils s'extirpent calmement avec un butin inestimable. Le butin le voici, deux Rembrandt, un Vermeer, un Manet, des esquisses de Degas, un aigle en bronze qui était à Napoléon, et un vase Chang qu'ils ont galéré à virer de son trône parce qu'il était scellé à une table. Une fois terminé, pas con, ils détruisent la bande vidéo et ils pètent tous les trucs de détecteur de mouvement, sauf que, bien entendu, il y avait un disque dur. Donc, il y a eu quelques petits films, on va dire. Il y a un film sur YouTube, je te mets le lien en description parce que la qualité est absolument immonde et on n'y voit pas vraiment grand chose, si ce n'est deux hommes bizarres entrés et un des deux gardes en haut qui les accueille. La vidéo est pas très longue, je la laisse en description, vraiment si tu veux aller voir, mais c'est bizarre. Très vite, le FBI va s'emparer de l'affaire qui est jugée primordiale tant la valeur du butin est élevée, avec pour récompense, au départ en tout cas, 2 millions de dollars à celui qui retrouve tout. Ça donne envie de tout lâcher et de partir à la recherche de ses œuvres.
Commençons par un spécialiste du vol d'œuvres d'art, Monsieur Connor. Ce cher monsieur dit être celui qui a planifié le vol dont je te parle aujourd'hui, car il était peut-être en prison certes, mais il avance malgré tout qu'il avait déjà fait un repérage des lieux pour voler le fameux vase qui a été décelé par les voleurs. Mais ce monsieur Connor est vite écarté par le FBI, jugeant la piste peu sérieuse, puisque t'as beau avoir planifié un vol, tu sais sans doute pas où sont cachées toutes les œuvres qu'on cherche, donc merci, restez en prison, tutto bene, au revoir. Ce second élément arrive quand même 4 ans après rien comme nouvelle, et là, une lettre anonyme est envoyée au FBI. Ces écrits proposent un échange de précisément 13 objets d'art contre 2,6 millions de dollars. Et pour répondre, il fallait que les autorités répondent par message codé dans le Boston Globe, un journal. C'est pas bête, c'est même normal quand t'es un voleur à peu près pro de demander un message codé dans le journal, ça évite... Oui, ben je vais vous répondre favorablement, c'est quoi votre adresse? Où est-ce que je peux vous trouver avec les tableaux? Forcément, ils sont pas cons. Quelques jours s'écoulent et une seconde lettre arrive en disant que ça va prendre un petit peu de temps à faire toute cette transaction-là, et puis, plus rien. Après 4 ans, un second espoir s'envole. Et 3 ans plus tard, en 1997, une autre piste arrive. Un reporter du Herald Tribune de Boston reçoit l'appel d'un guide. Ce mystérieux personnage indique à notre reporter qu'il a des informations concernant le vol. Et alors pour prouver tout ça, il contacte donc ce journaliste. Le journaliste dit oui, dites-moi, je vais où, on se donne rendez-vous, montrez-moi. Le mec, on sait pas qui c'est, lui dit de venir dans un entrepôt de Boston en pleine nuit pour aller voir un conteneur. Il l'emmène face à ce fameux conteneur cadenassé, l'individu l'ouvre et il éclaire l'intérieur à la lampe de poche et là, un Rembrandt. Et pas n'importe lequel, le Rembrandt. Il s'agit de l'inestimable Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, et il insiste d'ailleurs en éclairant bien sûr en bas à droite du tableau la signature du maître. Alors faut imaginer quand même la tronche du reporter qui est passionné par cette histoire, il a enfin mis la main sur ce fameux vol. 2 minutes à peine s'écoulent pour ce rendez-vous, le monsieur y recadenasse son truc, au revoir monsieur le reporter, réfléchissez à ma proposition, bye bye. Mais après tout ça, rien de neuf. Le FBI va douter des propos du reporter, mais il y a un petit détail un petit peu bizarre. Il y a des éclats de peinture sur la veste du reporter. Peut-être que ce sont des éclats de peinture du Rembrandt. Les analyses sont faites, et non. C'est pas des éclats du Rembrandt, non, pas du tout. Mais... haha, c'est encore mieux que ça. Les éclats de peinture sont certifiés appartenir au tableau de Vermeer, qui lui aussi se trouve dans le lot des 13 œuvres. Ça veut dire qu'il a frôlé quelqu'un qui savait et qui a touché le dit Vermeer et peut-être toutes les autres œuvres avec. Mais il peut pas du tout savoir qui. Encore une fois de tout ça, rien ne découle. 3e piste, à l'eau. La dernière lueur d'espoir arrive très récemment, il y a 3 ans, en 2014. C'est le FBI qui va rendre public une info capitale qui traite d'un suspect qui s'appelle David Turner, qui a été un petit peu impliqué dans cette affaire justement de vol de tableau, qui s'est vu réduire sa peine de prison de 7 ans. Le FBI ne s'exprime absolument pas sur les raisons, mais publiquement on peut le voir, monsieur a eu moins 7 ans de prison. Pourquoi? Visiblement, et selon des avocats professionnels, il avait des infos pour qu'une telle réduction de peine ait lieu. Il y a forcément une info capitale et très importante pour avoir gagné 7 ans de prison. Mais laquelle? Nous ne saurons jamais. En tout cas, l'autre suspect, monsieur Gentile, lui aussi s'est adressé à la presse. Et alors là, c'est encore plus que récent, c'était il y a 1 mois et demi, le 4 avril 2017. Monsieur Robert Gentile est suspecté de savoir où sont les tableaux et surtout comment les récupérer. Il est même passé par un détecteur de mensonges qui annonce à 99% qu'il sait où sont les tableaux. Aujourd'hui, en 2017, Monsieur Gentile et peut-être Monsieur Turner, eh bien, ce sont les seuls à avoir une information. Mais alors, qu'est-ce qu'il a dit à la presse, Monsieur Gentile? Un indice, peut-être? Eh bien non. Ils ont discuté, certes. Il s'est adressé à la presse en parlant de, justement, cette perte de poids. Vous voyez, tutto bene, je sais pas du tout si, je crois qu'il est américain. Tout va très bien, tout va vraiment très bien dans ma vie, vous ne saurez pas où sont les tableaux. Désespéré, le FBI augmente le prix de la récompense déjà depuis quelques années à 5 millions de dollars en espérant qu'un des voleurs regrette un petit peu son geste, mais rien, pas de nouvelles. Et c'était la dernière tentative.
Pendant toutes ces années et encore récemment, le FBI va annoncer connaître les coupables, connaître leur nom et surtout connaître leur mort, puisque oui, on sait qui c'est, ne vous inquiétez pas, on est trop fort, on a résolu l'affaire, ils sont morts, tout va bien. Mais on ne saura pas les noms, on ne saura pas les arrestations, on ne saura pas les condamnations, aucune info. Sans doute pour faire taire à une affaire qui date de plus de 20 ans déjà. Ils n'ont même pas pris la peine d'aller à l'étage supérieur pour voler le tableau le plus cher de tout le musée. Il s'agit du viol d'Europa par Titien. C'est la pièce maîtresse du musée, mais ils y sont même pas allés. Il y avait même des tableaux encore plus chers que ceux qu'ils ont volés qui étaient situés juste à côté de ceux qu'ils ont volés. C'est pas des amateurs pour autant, c'est pas ça que je veux dire, mais peut-être qu'ils avaient un ordre de prendre certains tableaux et pas n'importe lesquels. En tout cas, pour terminer cet épisode, merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Sans doute tu veux savoir qu'en est-il des tableaux ? Eh bien voici la réponse en images. C'est malheureux, aujourd'hui en 2017, les tableaux n'ont encore jamais été retrouvés, mais les cadres, eux, sont restés au mur du musée sans leurs œuvres. Alors si l'envie t'en prend de fouiller vers Boston, je te souhaite bonne chance, car il te faudra beaucoup de patience pour trouver ces quelques 500 millions de dollars de tableaux, puisque oui, récemment, le montant est allé un petit peu encore plus haut. Quelque part, dans la jungle, j'ai envie de dire, dans le monde entier, traînent encore des œuvres de maîtres.